Mesdames, Messieurs, bonjour, rebonjour. Frédéric Danhé, journaliste environnement. Vous allez me dire, qu'est-ce que je viens faire là? Après 8 débats consacrés en gros au carbone, tout a tourné autour de carbone. Ma vie a été faite de carbone depuis hier matin. Le carbone dans les transports, dans la logistique, dans l'échange de données à l'échelle européenne, française, le carbone dans les emballages. Finalement, on va peut-être en arriver à ce sujet-là. Je remplace en fait une consoeur qui n'a pu animer ce débat. Et comme j'aime découvrir des choses que je ne connais pas, j'ai découvert le RPA. Vous en savez sans doute plus que moi sur ce sujet-là. Du coup, je vais pouvoir être réellement naïf. Je mime habituellement la naïveté assez bien pour faire semblant que je ne sais pas, histoire de titiller un peu mes intervenants. Là, je ne pourrai pas les titiller. Je vais être bêtement naïf et béotien. Le livre blanc du RPA, Robot Process Automation, par Wavestone. À ma gauche, Virginie Fongon, qui n'est pas de Wavestone mais de FM Logistique. Est-il besoin de présenter la société FM Logistique? Vous connaissez tous la société FM Logistique, évidemment. Philibert de Montille, directeur, je traduis un manager, Wavestone. Et Johan Jean-Blanc, consultant senior de la même société. Je vous passe la parole, Philibert. Wavestone, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Wavestone, en quelques mots, c'est un cabinet de conseil en transformation, et notamment transformation digitale. On est à peu près 5000 consultants dans le monde entier, la plupart quand même à Paris et en France. Et on intervient sur un certain nombre de problématiques technologiques, dont la RPA, dont on va parler aujourd'hui. Comment on sépare, on différencie, moi béotien, la RPA de l'automatisation, de la robotisation? C'est la même chose? En fait, la RPA, c'est quelque chose de spécifique dans l'automatisation, c'est l'automatisation de processus. Donc en gros, l'automatisation de tâches informatiques versus l'automatisation standard, où on pense plus à des robots, comme il y en a beaucoup ici d'ailleurs. Et est-ce que ça a un rapport, de près ou de loin, est-ce que c'est lié à l'intelligence artificielle, à ChatGPT, dont on parle en ce moment? On en dira un mot tout à l'heure, mais à la base, non. C'est-à-dire que la RPA, c'est vraiment de l'automatisation de processus qui sont basés sur des règles. Donc il n'y a pas d'intelligence à mettre dedans. Après, pour aller un cran plus loin dans l'automatisation, on peut mettre une dose d'intelligence artificielle pour automatiser davantage de processus. D'accord. Alors pourquoi ce livre blanc? Vous en faites beaucoup, j'ai l'impression. Pourquoi celui-ci? Et à la demande de qui? De quoi? Alors c'est un livre blanc qu'on a écrit en partenariat avec FM Logistique sur la RPA. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui touche de plus en plus tout ce qui tourne autour de la supply chain. Historiquement, la RPA, c'était essentiellement mis en œuvre dans les banques ou dans tout ce qui tourne autour de la finance, parce que c'est des processus qui sont justement très souvent basés sur des règles simples. Mais dans la supply chain, il y a aussi un potentiel d'automatisation qui est fort, et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre blanc. Quand même, Virginie présentait FM Logistique, je ne voudrais pas vous faire affront, que vous me disiez oui mais non, ils ont le temps de se présenter, et pas moi, allez-y, FM Logistique. J'ai vu dans la salle que tout le monde connaissait FM Logistique, donc je ne vais rien vous apprendre a priori. Donc on est une entreprise familiale qui a été fondée il y a 55 ans par les frères Faure et Maché. Aujourd'hui, on compte plus. Je viens de comprendre d'où vient le FM. C'est ça? En fait, c'est ça. Faure et Maché. Exactement, ce sont les vrais noms les noms des fondateurs. Donc aujourd'hui, on compte plus de 28 000 collaborateurs dans le monde, donc répartis sur 3 continents, 14 pays. On a un peu plus de 170 plateformes dans le monde qui représentent une superficie d'un peu plus de 4 millions de mètres carrés de surface. Et on a clôturé le dernier exercice fiscal avec un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. C'est tout. Ouais, c'est tout. Peut mieux faire. Une grosse PME. Peut mieux faire, et vous ferez mieux avec le RPA, j'en suis sûr, et vous allez nous le montrer. Ah, on va vous montrer ça, oui, exactement. Philibert, on y va. Du coup, la façon dont on a prévu de vous présenter la synthèse du livre blanc qu'on a écrit l'année dernière, c'est d'abord de rappeler, d'expliquer en quelques mots ce que c'est que la RPA et comment ça fonctionne. Et puis ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail de cas d'usage de la RPA appliquée à la supply chain, et notamment à travers des retours terrain que nous présenteront Johan et Virginie.
Oui, c'est assez sourcilleux Voilà. cette télécommande. Du coup, on a essayé de résumer ce que c'était que la RPA en quelques mots. Grosso modo, la RPA, c'est une technologie low-code et du coup accessible à tous. Pas besoin d'être développeur ou informaticien pour mettre en place de la RPA. Et c'est basé sur la programmation de robots pour réaliser certaines tâches informatiques souvent répétitives et à faible valeur ajoutée. Là, on a mis à droite deux entreprises, deux éditeurs de robots qui sont très connus sur le marché, UiPath ou Automation Anywhere, mais il en existe plein d'autres. Un petit mot sur les robots. On peut dire qu'il y a deux types de robots. Les robots qu'on appelle assistés ou les robots non assistés. En gros, les robots assistés, ça va être des processus qui vont être lancés depuis le poste de travail d'une personne, d'un collaborateur, en appuyant sur un bouton, versus les robots non assistés, où là, ils vont être lancés en back-office, par exemple pour faire des tâches de back-office la nuit ou le week-end, voilà, les processus vont s'exécuter automatiquement, directement depuis les serveurs de l'entreprise. Et puis, dans certains cas, et c'est ce que je disais tout à l'heure, parfois, on peut coupler ces robots à des solutions d'intelligence artificielle pour aller encore un cran plus loin dans l'automatisation des processus. Un grand intérêt de la RPA, c'est que les robots vont s'intégrer dans le système d'information de l'entreprise. Il n'y a pas de transformation du SI à mener et ils vont agir directement dans l'environnement de l'entreprise, que ça soit avec les bases de données, avec les différentes applications métiers, les différentes applications bureautiques. Et donc c'est parfois une très bonne alternative à des gros projets de transformation ou d'optimisation de certains processus via des projets de transformation du SI. Donc ça, c'était une présentation rapide de ce qu'est la RPA. Je pense que vous l'avez compris, mais les critères d'éligibilité d'un processus à l'automatisation, il y en a plusieurs, mais pour maximiser le ROI et pour maximiser l'intérêt d'automatiser un processus, il faut que ça soit un processus qui soit répétitif et fréquent. Plus il y en a, plus l'automatisation va avoir de l'intérêt. Enfin, plus il est exécuté souvent, plus l'automatisation va avoir de l'intérêt. Il faut que ce soit un processus qui ne fasse pas appel à du jugement humain ou en tout cas qui soit basé sur des règles très claires, parce que à la base, dans la RPA, il n'y a pas d'intelligence. Donc c'est vraiment de l'exécution de tâches qu'on va demander au robot. Voilà en quelques mots ce que c'est que la RPA. Et du coup, je parlais de ROI tout à l'heure, mais si on résume l'intérêt et les apports de la RPA, bah, c'est que d'une part, ça va permettre aux collaborateurs d'arrêter de faire des tâches qui sont parfois longues et fastidieuses, et on va pouvoir les exécuter en back-office. Par exemple, une saisie de facture, ce genre de choses. Par exemple, une saisie facture où il y a, dans l'exécution d'un processus, où il peut y avoir 4 ou 5 copier-coller. Ça prend du temps, c'est source d'erreur. Bah là, le robot, une fois qu'il sera paramétré, il fera tout ça. Et du coup, ça permet aux collaborateurs de se concentrer sur des activités qui ont plus de valeur ajoutée, type du pilotage, de l'analyse, de la coordination, enfin voilà, tout type d'activité. Un autre intérêt de la RPA, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça limite le risque d'erreur. Si le robot est bien paramétré et que le processus est éligible à de l'automatisation, il n'y aura plus d'erreur. Alors que quand c'est des humains qui exécutent les processus, il peut y avoir des erreurs. Et ça peut aussi avoir un intérêt pour, par exemple, dans le cas d'un audit interne, pour pouvoir aller retrouver ce qui a été fait par le robot parce que tout est enregistré et tout est tracé. Et enfin, un autre intérêt de la RPA, c'est que déjà les processus ne sont pas impactés s'il y a du turnover au sein de l'entreprise ou des collaborateurs qui s'en vont, parce qu'en fait le processus va continuer à être exécuté par le robot. Et donc il y a moins de perte de connaissances. Et puis par ailleurs, si tout d'un coup le processus doit être exécuté beaucoup plus de fois que ce qui était prévu, en fait ça ne va rien changer. Il n'y aura pas besoin de recruter ou pas besoin de
de former des nouvelles personnes. Le robot mettra juste un peu plus de temps à exécuter les processus. Voilà pour les gains et les apports de la RPA. Je vous donne juste quelques chiffres avant de laisser la parole à Johan. France Supply Chain a mené une enquête, donc c'était en 2020, sur la RPA au sein des processus de la supply chain. Et le constat global, c'est que la tendance est très nettement vers l'automatisation de davantage de processus de la supply chain. Il y a une question qui a été posée qui était par rapport à toutes les technologies, les nouvelles technologies du moment, quelles sont celles vers lesquelles les entreprises souhaitent se tourner le plus rapidement. Et devant, par exemple, l'impression 3D, devant la blockchain, devant l'IoT, c'était tout ce qui avait trait à l'automatisation qui ressortait, et donc à l'automatisation de processus. Au moment où l'enquête a été menée, il y avait 25% des entreprises interrogées qui avaient déjà mis en place de la RPA sur des processus supply chain. Et la tendance est à la hausse. Et puis peut-être un dernier chiffre. Il a été constaté qu'il y avait quand même un certain nombre de tentatives d'automatisation qui n'avaient pas été mises en œuvre jusqu'au bout et qui parfois s'arrêtaient au niveau d'un POC. Pourquoi ? Et un alors, POC, c'est quoi un POC ? POC, c'est un proof of concept, c'est-à-dire en gros un test, okay. Un pilote. Ouais. Pourquoi ça s'est arrêté ? Il y a des difficultés ? En fait, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur l'éligibilité. Dans beaucoup de cas, on remarque que les entreprises veulent trop vite aller vers l'automatisation, alors qu'il faut vraiment prendre du temps pour se rendre compte si le processus est éligible ou pas à la RPA. Et c'est pour ça que les éditeurs de logiciels fournissent des outils pour aider à définir le niveau d'éligibilité d'un processus. Et c'est aussi pour ça que parfois des cabinets de conseil sont sollicités pour donner leur point de vue sur l'éligibilité ou non de certains processus. Allez, un exemple. Johan ? Un exemple Un exemple. Vous allez nous en donner un. Oui, l'idée voilà. C'est de vous présenter un exemple détaillé par la suite, en effet, sur des exemples très concrets qu'on a appliqués dans la supply chain. Ça arrive juste ensuite. C'était pour faire juste une liaison entre Philibert et vous. Justement, pour rebondir sur ce qu'on se disait, donc il y a un certain nombre de points d'attention qu'il faut avoir en tête lorsqu'on se lance dans la RPA. On parlait notamment de la sélection des processus qui est très importante, donc c'est le point numéro 3 qu'on voit ici. Il faut passer du temps sur l'analyse des process, voir si ils sont de bons candidats à l'automatisation. Donc l'idée, c'est aussi de savoir dire non quand on sélectionne des processus. Donc ne pas se lancer tête baissée dans l'automatisation. C'est qu'il y a un certain nombre de processus qui ne vont pas être éligibles et qu'on va laisser de côté. D'autres points d'attention qui sont intéressants d'avoir en tête, c'est aussi la conduite du changement. Donc vous l'avez compris, la RPA en fait, a un impact sur la manière dont travaillent les collaborateurs. Donc on a parlé de robotique assistée, non assistée. Dans tous les cas, ça va changer la manière dont ils vont travailler. Ils vont devoir interagir avec la technologie dans leurs tâches au quotidien. Donc il va falloir les accompagner aussi pour qu'ils prennent en main cette technologie et qu'ils en profitent. Ils ne croient pas que ça va les conduire au chômage. Exactement, il y a une partie aussi démystification des robots, puisque quand on parle de robot, ça peut faire peur. Le robot va prendre ma place, il va faire mon travail. Ce n'est pas l'idée du RPA. L'idée du RPA, c'est qu'il soit au service du collaborateur pour qu'il puisse se dégager plus de temps pour faire des tâches à plus forte valeur ajoutée. Un autre point, donc plus technique, mais c'est aussi l'architecture qu'on va mettre en place autour de la solution RPA. Donc porter une attention particulière au choix de la solution en fonction de ses besoins, en fonction aussi de son système d'information. Par exemple, certaines solutions du marché sont plus adaptées aux robots assistés, d'autres plus sur les robots non assistés. Donc en fonction de ses besoins, des tâches soit front office ou back office à automatiser, le choix sera différent. Également, donner un peu d'attention aussi au modèle de déploiement. Quand on parle de modèle de déploiement, quand on parle de RPA, quand on se lance dans la RPA, l'idée c'est de commencer petit, d'automatiser un processus, éprouver la technologie, éprouver aussi le ROI,
pour aller plus loin. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir une démarche itérative et de ne pas se lancer dans un Big Bang RPA. Et enfin, dernier point important, avant-dernier point, embarquer les équipes métiers et IT dans ces projets d'automatisation. Oui, vaut mieux quand même, les équipes IT. IT, oui, ça semble évident, mais métier également. Enfin, on parle de processus métier derrière, et un processus d'automatisation, si il est porté par une solution portée par la DSI, ça reste un projet sur fond métier. Donc évidemment, il faut mener le projet à deux têtes. Si on veut automatiser les fiches de paie, il faut aller demander quand même au comptable. Il faut lui en parler. Il faut savoir comment ça fonctionne. Il ne faut pas lui imposer l'outil, sinon il va le prendre mal. Exactement. Et dernier point qui est parfois aussi dépriorisé par un certain nombre de nos clients, c'est la sécurité. Très important aussi puisque les robots vont avoir accès à des applications métiers qui sont sécurisées, qui sont sensibles. On pense notamment aux ERP, à SAP, etc. L'idée c'est aussi d'appliquer une politique de sécurité qui est propre aux robots. Donc donner les bons droits aux robots, les bons droits d'accès aux bonnes applications et limiter aussi ces droits d'accès au champ d'application du robot. On va maintenant un petit peu zoomer sur la RPA et la supply chain. Donc là, on était sur une partie un peu plus théorique. On va rentrer un peu plus dans le détail. Donc pour commencer, comment nous, on s'y prend chez Wavestone pour implémenter de la RPA? Comment on a accompagné nos clients dans la supply chain pour mener des projets RPA? Nous, on distingue généralement 3 phases dans les projets RPA. Donc la première, c'est la préparation et le diagnostic de la performance. Donc c'est la phase pendant laquelle on va passer du temps sur, d'une part, l'analyse des processus, donc sélectionner les bons processus, analyser le ROI de ces processus, s'ils sont automatisés, créer aussi des business cases, le avant-après automatisation, et d'autre part, passer du temps aussi sur la partie un peu plus donc IT, outils, donc sélectionner le bon outil, être prêt d'un point de vue aussi SI à accueillir l'outil, et voilà, avoir un certain nombre de prérequis pour accueillir l'outil RPA. Donc c'est la première phase. Deuxième phase, évidemment, c'est la partie déploiement, implémentation de la solution. Là, l'idée, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un binôme, donc IT et métier, sur la phase d'implémentation. Dans les phases de développement, toujours être en lien avec le métier, injecter aussi l'expertise métier pour être sûr que voilà, les personnes qui mettent en place les robots ont bien compris le fond du processus métier. Et puis troisième phase, une fois que les robots sont lancés, évidemment il y a les modèles de maintenance à mettre en place, puisque un processus métier, il peut être amené à évoluer, auquel cas le robot sera impacté. Donc il faut savoir aussi comment je fais évoluer le robot avec le processus. Aussi les KPIs de suivi, donc tous les indicateurs qui me permettent de suivre la bonne performance du robot. Aussi le ROI que je me suis défini en première phase, être sûr qu'il est bien atteint. Et puis finalement, aussi, si je souhaite aussi aller plus loin dans la mise en place de RPA, si je veux industrialiser la RPA, on peut aussi mettre en place des centres d'excellence RPA. Donc des centres d'excellence RPA, c'est vraiment une équipe qui va être dédiée à la mise en place de bout en bout de projets RPA. Et donc concrètement dans la supply chain, donc ce qu'on a fait, on a donc scanné les macroprocessus qu'on retrouve dans les métiers de la supply chain. Donc vous voyez ici en noir à l'écran. On a repris en entrant les critères dont vous parlez tout à l'heure Philibert, donc à savoir quels sont les processus qui sont manuels, répétitifs, qui sont soumis à des règles, qui manipulent des chiffres, etc. On est allé voir en fait dans ces processus-là quels seraient les candidats éligibles. Donc ça, évidemment, ici vous avez une liste générique, mais on voit par exemple sur la partie planification que la RPA peut intervenir sur des prévisions budgétaires, donc intervenir sur la consolidation de chiffres, préparer du reporting. Par exemple, sur la gestion des commandes, ça peut être aussi gérer de la master data au niveau des commandes, des données fournisseurs, des données au niveau des prix, rentrer des données dans différents systèmes. Au niveau de la production, ça peut être aussi l'automatisation des ordres de production qui sont donnés par un robot. Sur la logistique, ça peut être par exemple la préparation des commandes, envoyer des ordres de commandes, rentrer des données dans différents systèmes, s'assurer que les commandes suivent leur cours. Et par exemple aussi au service client, ça peut être l'automatisation de remboursement, puisque lorsqu'une demande de remboursement est faite par le client, il y a plusieurs systèmes qui interviennent derrière. Le robot peut s'assurer que la demande est suivie dans ces différents systèmes.
Et ça, c'est des données objectives, factuelles, mais sur les prévisions, je vois prévisions budgétaires, prévisions clients et fournisseurs, ça réclame pas un peu d'intelligence artificielle? Prévision, forcément, on n'a pas toutes les données en main. Alors, l'idée, c'est que le RPA plutôt puisse aider à la prise de décision plutôt que D'accord. prendre la décision. Donc, le RPA va consolider de la donnée. Par exemple, pour faire des provisions budgétaires, on va devoir aller chercher des données à droite, à gauche, dans différents systèmes, de l'Excel, du SAP, etc. Le RPA peut consolider ces données-là, aller les chercher et donner la matière à la personne qui, derrière, va évidemment D'accord. prendre de la Ok. hauteur sur les chiffres. C'est une aide à la décision. Voilà. Ok. Et donc ensuite, si on va un peu plus dans le détail des processus qui sont éligibles dans la supply chain, au-delà des facteurs d'éligibilité qu'on a décrits tout à l'heure, on a également pris ici 5 usages assez classiques de la RPA qu'on retrouve dans les cas d'usage qu'on automatise chez nos clients. Donc la RPA, ça va servir à quoi? Ça va servir à saisir des données, vous l'avez compris, dans différents systèmes. Ça va servir à gérer de la master data également. Servir à l'analyse et le traitement de données, donc on en parlait à l'instant. Créer aussi des alertes, envoyer des notifications sur un événement qui est détecté par le robot. Et enfin aussi émettre, envoyer des documents, donc traiter des documents. Là, vous avez des exemples à droite de cas concrets, hein, dans ce qu'on peut des idées sur les différents processus de cas de RPA. La conclusion en fait de tout ça, c'est que pour identifier en fait vos cas d'usage RPA, il faut avoir en tête d'une part les critères d'éligibilité du RPA, donc qu'on décrivait tout à l'heure, et aussi évidemment les usages et les finalités de la RPA. Donc croiser tout ça pour analyser vos processus et voir là où vous pouvez du coup tirer de la valeur de la RPA. Ensuite, un exemple pour illustrer un peu plus concrètement encore ce qu'on se dit. Une mission qu'on a réalisée auprès de Sanofi Pasteur, donc chez Wavestone. Donc Sanofi Pasteur produit et livre des vaccins donc pour ses clients en interne, pour des ONG, mais aussi pour des pharmacies. Dans le cadre en fait, de l'amélioration du service client international de Sanofi, nous on a intervenu sur la consolidation de la roadmap, donc de la feuille de route SI Supply Chain de Sanofi Pasteur, dans laquelle avait été priorisé un certain nombre de technologies, dont la RPA. Si on zoome un petit peu plus sur la RPA, Sanofi a donc pris conscience qu'il était urgent d'automatiser un certain nombre de tâches au service client. Vous savez que la RPA allait leur apporter quelque chose. Nous, on a intervenu sur la phase du coup de qualification en fait, des cas d'usage et comment est-ce qu'on allait attaquer la RPA, quel cas d'usage on pouvait automatiser. Donc la démarche, ça a été de partir des besoins des clients et des collaborateurs au sein du service client. Donc concrètement, c'est aller voir les personnes clés, les collaborateurs clés au sein du service client. Quand on dit service client, c'est les personnes d'ailleurs qui s'occupent des factures, des commandes, de la livraison, pour être un peu plus précis. L'idée, c'est de voir chaque personne, comprendre la manière dont il travaille. Voilà, par exemple, comment est-ce que vous gérez une commande de bout en bout. La commande arrive et jusqu'à ce qu'elle soit validée, qu'est-ce qui se passe, quelles actions vous menez. Et l'idée sur ce processus-là, c'est donc de relever les irritants des collaborateurs, savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui prend plus de temps, ce qui pourrait être amélioré. Donc à l'issue de ces entretiens-là, donc deux solutions, c'est soit on change le processus, hein, parfois aussi les initiatives RPA, ça permet de mettre à jour des défaillances dans les processus, donc c'est parfois changer le processus, l'améliorer, le modifier, injecter. Nous on a utilisé par exemple une démarche Lean pour remettre à place ces processus-là. Et deuxième option, c'est si on ne peut pas changer le processus, c'est peut-être mettre de la RPA pour automatiser un certain nombre de tâches. Donc c'est ce qu'on a fait chez Sanofi, et avec un exemple notamment autour de la gestion des données clients et des prix produits. Donc ça, c'est une tâche qui, au sein du service client, prenait énormément de temps. Donc ça demande beaucoup de saisie de données d'un système à un autre, d'un Excel à un système autre, ce qui évidemment est source d'erreur, hein, puisque c'est des copier-coller, voilà. L'erreur est humaine. Ça représente aussi une charge de travail qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il y a des pics de charge aussi. Quand beaucoup de commandes arrivent en même temps, évidemment, les équipes sont débordées. Et enfin, le processus aussi était un processus qui était assez simple, hein, puisque en fait, lorsqu'on reçoit des factures, on sait quelles données il faut mettre à quel endroit, etc. Donc c'est le cas d'usage un peu parfait pour la RPA.
Donc là, Sanofi a mis en place un RPA avec Automation Anywhere sur ce cas d'usage-là. Ça veut dire quoi? Changer tous les logiciels, tous les matériels informatiques? Ça veut dire où c'est un logiciel qui va s'implémenter sur tous les autres? Oui, c'est un peu ce qu'on disait dans l'introduction. Ouais. La RPA, c'est vraiment non invasif. On ne change pas en fait les applications. Concrètement, le robot, si je paraphrase un peu ce qu'on s'est dit dans l'introduction, le robot, il va répéter les clics que fait une personne en fait au quotidien. C'est-à-dire que il va faire un copier-coller d'un Excel à un autre système, il va envoyer un mail, il réceptionne un mail, à la réception du mail, il voit par exemple le titre du mail et il va dérouler une action derrière. L'idée, c'est vraiment de répéter les clics que fait un collaborateur au quotidien et de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus cadencée, sans risque d'erreur du coup. Ah bah là, j'ai compris. Parfaitement compris, merci. Et donc pour finir, Sanofi a donc mis en place ce processus-là de bout en bout. Ça a pris 9 mois pour qu'on voit vraiment un ROI sur... Ça paraît peu, 9 mois. C'est assez court, en effet. Pourquoi ? C'est parce qu'eux sont particulièrement réceptifs et dynamiques ou c'est juste la démarche qui est rapide de toute façon? Alors en effet, déjà la démarche RPA n'était pas nouvelle chez Sanofi, donc déjà la technologie était un peu connue. Ils ont aussi, la technologie, donc Automation Anywhere, est déjà assez répandue dans le groupe Sanofi, donc ils ont aussi déjà les bonnes méthodes en place, etc. Ils n'ont pas découvert la technologie avec ce projet-là. Ça peut prendre plus de temps quand on commence, évidemment. Et en effet, 9 mois, ça peut paraître court, comparément à des projets de refonte complète du SI. Mais l'idée de l'RPA, c'est vraiment d'arriver à des résultats concrets assez vite. Je pense que Virginie nous en parlera juste ensuite. Bah d'ailleurs maintenant. Exactement. C'est ça? Et ben voilà, Virginie. FM Logistique, pourquoi du RPA? Vous allez nous le dire. En quoi c'est utile? Vous en faisiez déjà avant, vous? Non. Non. Alors qu'est-ce qui vous a dit, tiens, je vais faire du RPA? Mais en fait, quand on a... notre objectif chez FM Logistique, c'est d'être à la recherche de solutions innovantes pour apporter de la performance au service de nos clients internes ou externes. Et mon rôle à moi était d'améliorer la performance des services en interne. Et donc tout naturellement, vers 2018, je me suis penchée sur la question de la RPA, qui était une des solutions d'optimisation et d'automatisation de nos processus, et qui faisait beaucoup parler d'elle à l'époque. Donc on s'est dit allons regarder, donc on a fait un fameux POC comme on disait tout à l'heure, donc un pilote fin 2018 pour regarder un petit peu les bénéfices d'une telle technologie et notre pilote a fait ses preuves et donc nous avons décidé de déployer au sein de l'entreprise. Mais donc on était vraiment dans une logique amélioration des processus, automatisation des processus, amélioration de la performance. Processus en l'occurrence? Pour quel processus? Ouais. Alors, vous parlez du pilote ou de manière générale? De manière générale, pardon. Alors, de manière générale, on a eu une démarche assez classique que la plupart des entreprises peuvent avoir avec la RPA. D'ailleurs, je fais juste 2 petites secondes. J'ai une question à poser à notre auditoire. Parmi vous, qui a déjà de la RPA dans son entreprise? Levez la main, juste pour que je me rende compte le niveau de connaissance sur le sujet. Ça fait un tiers, allez. À peu près, oui. Un tiers. Alors, soit les 2 autres tiers ne connaissent pas, soit ils dorment à cette heure-là, mais... pas à cette heure-ci, je pense quand que... même. Non, je sais pas. La digestion non plus. Mais ok, donc c'est à peu près moite-moite. Donc je trouve que c'est bien qu'on ait parlé de la théorie, puis vous allez voir qu'on a un cas concret là-dessus. Mais donc du coup, on a démarré par les processus administratifs et donc financiers au départ. On est rentré dans la RPA avec ces sujets financiers, parce qu'on y trouve beaucoup d'éligibilité, justement, ce dont on parlait juste avant. Et comme ça, on a vu en fait... les résultats des économies qu'on pouvait réaliser à la fois, je veux dire, quantitatives réellement, puisqu'on parle d'automatisation de tâches, mais qualitatives aussi. On verra, on en reparlera après avec l'exemple que je vais vous partager. On s'est dit, OK, il y a de la valeur avec ce type de solution-là, et on a lancé une stratégie aussi de déploiement, mais également dans nos métiers. Et donc, depuis quelques années maintenant, on a déployé aussi la RPA au sein de nos opérations. Donc, vraiment dans les entrepôts, dans les services administratifs des entrepôts, donc sur le warehousing, le transport et même le co-packing. Voilà la genèse. Alors, je vais passer ces slides-là parce que j'ai déjà présenté FM Logistique, donc qui n'ont plus d'intérêt. Juste, je ne vais pas parler de nos activités très rapidement. On est pour un petit peu plus de la moitié. On offre des solutions de manutention et d'entreposage chez FM Logistique, à peu près 40% sur le transport et du co-packing à hauteur de 10%. C'était juste pour vous donner une petite idée des solutions qu'on présente. On a parlé beaucoup de théorie.
On va rentrer dans un cas concret. Avant ça, je voudrais juste vous exposer rapidement le programme RPA qu'on a chez FM Logistique pour que ça vous donne une petite idée de notre niveau de maturité. Je le disais, on a commencé en 2018, fin 2018 avec un pilote. Depuis, on a déployé. Aujourd'hui, on se retrouve avec un portefeuille de projets d'un peu plus de 350 processus, dont plus de 180 qui tournent en production. On est, en termes de scope, on a déployé ces automatisations sur à peu près tout le périmètre géographique du groupe, une dizaine de pays, sur aujourd'hui 8 domaines d'automatisation. Donc, sur les fonctions support, évidemment, avec les sales, la finance, les HR, mais aussi dans les opérations. Donc, on a des process aujourd'hui qui tournent en prod sur les entrepôts, sur le transport, sur le COPAC, et au niveau de la supply chain, sur le purchase department aussi. Tout ça est monitoré, géré par un parc de 13 robots. On a 5 équipes RPA dans le groupe aujourd'hui. Et en termes de savings, aujourd'hui, on a un train d'annuel à peu près 400 000 euros de savings quantitatifs, c'est-à-dire qu'on a mesuré le temps qui était alloué aux tâches qui sont désormais automatisées, et on sait qu'aujourd'hui on est un peu plus de 22 000 heures par an qui sont TP, complètement automatisées, exactement, et qui sont réallouées sur des tâches. On parle beaucoup de ça, mais à plus forte valeur ajoutée. Mais la RPA, c'est pas que des gains quantitatifs, c'est aussi beaucoup de gains qualitatifs, puisqu'on va réduire les tâches manuelles, donc on va réduire les potentiels d'erreurs, les risques de fraude, etc., etc. Donc on va améliorer son DPO, on va pouvoir améliorer la satisfaction client de nos transporteurs, de nos partenaires de manière générale, améliorer la qualité de notre donnée. Il y a beaucoup de gains qualitatifs qui ne sont pas toujours valorisables et qu'il est intéressant aussi d'intégrer lorsqu'on se lance dans une démarche d'automatisation de process. Ah, je suis allée trop vite. Alors le sujet que je voulais vous présenter aujourd'hui concerne l'automatisation de la création de nos sous-traitants de transport dans notre outil ERP SAP. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci ? Pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est qu'il avait l'avantage de présenter une diversité, une hétérogénéité des fonctionnalités et des applications couvertes par le process. Je m'explique. On a un robot qui aujourd'hui va se balader dans des environnements à la fois Internet, des webpages, vous pouvez récupérer la donnée, mais aussi sur des solutions on-premise telles que SAP, qui va évoluer dans un environnement Google avec toutes les applications qui sont rattachées, qui va fonctionner en interface utilisateur, comme en parlait tout à l'heure Johan, c'est-à-dire qui va aller se connecter en mode user sur les applicatifs, mais également qui va utiliser de l'API pour aller soit collecter, soit pousser de la donnée. Et puis, il va traiter des documents de type table, tableur, des Google Sheets, mais également des PDF ou ce genre de choses. Donc, on a quand même un processus qui couvre beaucoup d'applications, beaucoup d'outils. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi de vous présenter aujourd'hui. Et la deuxième raison, c'est les objectifs. Et on y reviendra un peu plus tard, mais il avait l'avantage aussi de répondre à différents objectifs pour nous. J'y viendrai après. Là, ce que je vais faire, c'est que très brièvement, je vais vous synthétiser le processus. Donc, étape 1, on a le service admin transport qui va être à l'origine d'une demande de nouvelle création de sous-traitants de transport. Cette partie-là reste manuelle, ça reste la donnée d'entrée. Et puis, on va basculer sur la partie automatisation, où le robot va prendre le relais et traiter toutes les nouvelles demandes. Étape 1, il va d'abord passer une phase de contrôle des données, à plusieurs niveaux. Donc, il va contrôler d'abord l'existence de la société. Il va contrôler les données financières de la société qui sont communiquées et il va vérifier la solvabilité de la société. À l'issue de cette étape de checking, il va ensuite, en fonction du résultat de la réponse, passer à l'étape de création du tiers dans SAP. Alors, il y a juste une petite étape là-dedans où en fait, on va faire un contrôle de doublon, s'assurer que le fournisseur n'existe pas déjà dans la base de données avant de le créer. Et si tout est bon, vous souriez, mais effectivement, avant, quand c'est une personne qui le fait, elle ne va pas forcément le checker, ce genre de choses-là. Donc ça fait partie aussi des données, de la mise en qualité des données, mais j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, après création, la dernière étape, c'est la notification aux demandeurs et aux comptables, avec en pièce jointe le résultat des contrôles qui ont été réalisés, archivage, indexation également, qui vont être réutilisés pour les pistes d'audit et les audits financiers notamment. Voilà brièvement le processus. Comme on parle beaucoup de théorie tout à l'heure, je m'étais dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas la RPA, ça vous permettra de comprendre un peu de quoi on parle quand on parle de robots en termes de processus. Je vais commenter le process en même temps. Alors, juste arriver à... Voilà.
Donc vous pouvez lancer la vidéo. Donc là, on est à l'étape principe de départ, je veux dire, qui est manuelle et qui est donc la nouvelle demande de création du fournisseur. Alors excusez-moi, c'est en polonais, hein, c'était pour périmètre polonais. Donc le service admin transport va renseigner les informations relatives à la société, y compris ses données financières, en l'occurrence ici l'IBAN, les conditions de paiement, les contacts, les identifiants société, les informations relatives aux assurances, avec notamment la notion de minimum d'assurance de 100 000 € pour assurer le marchandise, les contacts et les informations relatives aux chauffeurs, au tracteur, à la remorque, et va soumettre sa nouvelle demande. Manuel, tout est manuel. Ça, c'est manuel. On est sur un Google Form en ligne qui va générer une nouvelle demande sur un sheet. C'est là que le robot va prendre le relais, justement, et là, on va basculer vraiment dans la partie automatisation. Ici, vous voyez nouvelle demande. Le robot va aller traiter effectivement toutes les nouvelles demandes qu'il va trouver dans ce fichier. Oui, d'où l'intérêt d'avoir bien saisi les données en amont. C'est ça, mais vous allez voir qu'on fait la partie de contrôle. Donc là, il va récupérer les données. Et ici... Là, on est bien sur du polonais. Là, tout à l'heure, c'était un peu de l'anglais. Oui, là, on est bien sur du polonais. Et là, donc... vous pouvez nous traduire? Non, pas tout ça va... Oui, je pourrais, mais ça va bien trop vite. Donc ici, en fait, il se connecte sur les sites gouvernementaux polonais pour aller vérifier les données de la société. Donc il va s'assurer que le demandeur, en tout cas que les informations communiquées par le demandeur sont bien conformes. Alors, pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne, on a enregistré la vidéo de cette manière-là, mais pour votre information, toute cette partie-là était faite en API. Donc c'est de la RPA, mais on est allé contrôler, récupérer les données avec des API. Donc il vérifie la raison sociale, il vérifie l'adresse, il vérifie si l'IBAN qui a été communiqué par l'administrateur de transport est bien un IBAN référencé au niveau de la société. Donc, il a vérifié l'existence de la société, les données de la société. Maintenant, il va aller vérifier la solvabilité de la société. Donc, il se connecte à notre site web gouvernemental polonais. Et il va vérifier la solvabilité, c'est-à-dire connaître son niveau de dette. Il va enregistrer l'identifiant société et télécharger le rapport, qui lui sera aussi archivé, indexé et qui sera utilisé à la fois pour la trésorerie et à la fois pour les dossiers d'audit financier. Dans le cas où on aurait un résultat avec un montant sur la partie dette, le robot va arrêter le processus, il ne va pas créer le fournisseur, il va envoyer le rapport à la trésorerie et non pas au demandeur. Et à ce moment-là, c'est la trésorerie qui va reprendre la main, qui va décider de la création ou non du tiers dans SAP. D'accord ? On va partir du principe que tout est bon, donc on continue le processus, et là, le robot, à ce moment-là, va se connecter à SAP et créer la nouvelle fiche fournisseur. Donc il ouvre la transaction. Alors là, c'est un petit peu différent, vous avez pu le voir. Il s'est connecté avec son propre login, et là, on est vraiment en interface utilisateur, c'est-à-dire que nos robots, pour toutes les applications que nous avons, ont leur propre login et mot de passe. Donc très important d'un point de vue traçabilité. Et vont aller réaliser des tâches de saisie ou de collecte de données telles que vous pourriez le faire. Donc ici, il renseigne toutes les informations qui avaient été au préalable contrôlées sur les sites internet que nous avons vus précédemment. Donc il renseigne toutes les infos. Je ne vais pas vous les détailler. Les données les règles de gestion comptable également. Alors cette partie-là un petit peu plus longue puisqu'on va générer automatiquement la réciproque client en termes de tiers, peu importe, et activer les compensations client-fournisseur. Donc ça prend... Alors juste petit commentaire aussi, on a filmé ça en mode débogage pour que vous puissiez voir quelque chose. Normalement, on ne voit rien du tout. Normalement, ça va beaucoup plus vite que ça, effectivement. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. J'en profite aussi pour préciser que ça peut fonctionner aussi en tâche de fond. C'est-à-dire qu'un robot peut faire tourner plusieurs processus en même temps. Donc là, il va saisir les données financières. Alors j'espère que ça vous parle un peu plus pour ceux qui ne connaissaient pas du tout la RPA. Parce que souvent, ça reste trop théorique à mon goût. Il a créé le fournisseur, il a récupéré l'identifiant SAP, il va aller télécharger les rapports de contrôle sur toutes les données qui avaient été contrôlées au préalable, les archiver, et il va envoyer une notification, vous allez le voir, un mail au demandeur et au comptable,
avec l'ensemble des dossiers et les résultats du processus. Et tout ça aura pris combien de temps en réel et pas en débogué? C'est une bonne question. Je pense que... Ah, mais c'est vrai que j'ai pas anticipé cette question, mais en général, le robot va performer une tâche 12 fois plus rapidement qu'un être humain. Bien. Donc un être humain normal chez FM Logistique, il aurait mis combien de temps aujourd'hui pour faire ça? Pour cette tâche-là, il aurait mis à peu près 15 minutes. Donc en 1 minute, quoi. Voilà, 1 minute exactement. 30. Ok. Et vous multipliez ça. Ouais. Donc voilà, donc on est vraiment sur des sujets sans valeur ajoutée. Et donc en multipliant ça par le nombre d'items, par le nombre de données à traiter, on est vraiment sur des savings qui peuvent être très, très intéressants. Mais ce qui oblige en amont à avoir imaginé tous les cas de figure possibles pour éviter les erreurs, les blocages. Alors c'est une bonne question. Et c'est pas une science pure, ça. Alors c'est une très bonne question. Vous faites bien de la poser parce que ça me permet de parler d'un sujet intéressant qu'on n'a pas forcément mentionné juste avant. L'objectif de la RPA, c'est l'automatisation de tâches presque plus que de processus. Et en ce sens-là, ce sont des projets qui sont très très courts, donc on arrive à avoir des ROI vraiment intéressants. Et donc parfois, on va faire le choix de ne pas automatiser l'intégralité d'un processus. On va faire le choix de dire, OK, moi ce que je veux, c'est du ROI rapide, et c'est éliminer tout le travail sans valeur ajoutée, et pour qu'on puisse nous se focaliser sur les tricky, sur les sujets plus complexes et plus compliqués. Donc parfois, effectivement, on va analyser un processus en identifiant les différents cas d'exception et on va les paramétrer. Donc on va, dans le cahier des charges, réfléchir à tous les cas d'exception qui pourraient intervenir, définir les règles de gestion qui vont aller en face et effectivement les paramétrer. Il va arriver à un certain stade où on va se rendre compte que certains cas d'exception étant trop rares, on va faire le choix de dire on ne les paramètre pas, ça reste du cas exception, qui sera donc de l'analyse et qui sera donc une tâche qui sera maintenue manuellement. Toujours. Voilà. Donc, on peut automatiser 100% des process. Parfois, on va dire on va couvrir 80-90 et ces 10% restants, c'est là où il faut y mettre de l'intelligence, de l'analyse et c'est là où on aura plus le temps pour pouvoir les traiter. C'est la logique de la RPA. Question personnelle qui va peut-être vous faire rire. Vous utilisez peut-être Chorus Pro, le système de paiement des services publics. D'un client à l'autre, alors que tout est automatisé, on n'a jamais le même temps de réaction et on n'a jamais le même nombre d'erreurs. Pourquoi? C'est une question d'implémentation du logiciel dans les logiciels existants. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on n'a jamais le même temps de réaction. Je vois que la vidéo est repartie en boucle, hein, mais bon, c'est pas grave, vous la reverrez une deuxième fois. On n'a jamais le même temps de réaction. Ça va vraiment dépendre aussi déjà du temps de réaction, des serveurs, de la disponibilité de la donnée. En fait, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous allez chercher de l'information, par exemple, sur un site internet, ça va dépendre de votre connexion, ça va dépendre de beaucoup d'autres choses. Ça va dépendre aussi des tâches de fond qui peuvent être derrière, de la volumétrie des données que vous allez traiter. Donc en fait, il y a énormément de paramètres qui veulent faire que... Puis ça dépend quand même du système informatique, ça réclame de la ressource. Est-ce que derrière, il faut upgrader le système, il faut un autre processeur, un autre système? Est-ce que c'est pas derrière la course aux armements je vous pose la question. Et puis je vous demande l'heure aussi parce que mon téléphone vient de s'éteindre, du coup je me retrouve comme un... Il est 37. Ah ben ça va, 13 minutes de questions, allez-y. J'ai pas fini, j'ai une conclusion à faire. On parlait en introduction de deux types de robots. On parlait de robots assistés, de robots non assistés. Donc les robots assistés, en effet, ils dépendent de la puissance du poste de travail du collaborateur. On a aussi le choix des robots non assistés qui, eux, vont tourner sur ce qu'on appelle des machines virtuelles, par exemple, sur lesquelles on va mettre beaucoup plus de puissance et qui vont permettre de faire tourner les process plus rapidement. Et justement, ces robots qui sont sur des machines virtuelles, on va pouvoir un peu plus se lâcher sur, je dirais, les tâches à effectuer et demander plus aux robots que sur un poste de collaborateur. En fait. D'accord. Donc il y a bien une dimension de puissance. Donc je veux faire du RPA, je ne suis pas obligé de changer mon système informatique. C'était ma question. Virginie. Absolument pas. Le but justement de la RPA, c'est la RPA va se connecter à mon environnement d'application existante. Alors, je vais vous laisser le temps pour vos questions. Je voudrais juste terminer par un dernier slide. Je voudrais passer au slide suivant. Donc, arrêtez cette vidéo. Et ensuite, je passerai aux questions du public. Voilà. 2 petites minutes là-dessus pour conclure. Je parlais en introduction, je disais pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce projet aujourd'hui. Et je vous expliquais parce qu'il couvre un certain nombre d'objectifs différents. Effectivement, pour ce process-là, ce qu'on a voulu en premier lieu, avant même de parler de savings réels, c'était l'amélioration de la qualité de la donnée de nos master data.
Et ça, c'était un vrai sujet pour nous, puisqu'on avait conscience que notre base fournisseur était de mauvaise qualité, avec plus de 60% de nos tiers qui n'avaient pas d'identifiant société. Ça veut dire potentiellement pas mal de doublons. Ça veut dire potentiellement des erreurs de paiement. Donc on avait un vrai sujet là-dessus. Deuxième point, c'était faciliter la préparation documentaire pour les audits financiers, comme je vous le disais. Quand on avait des audits, collecter tous les documents nécessaires pouvait être très très chronophage. Parfois même, on n'avait pas tous les éléments. Aujourd'hui, on est dans un processus standardisé, sécurisé, qui fait que pour chaque nouvelle création de fournisseur dans nos bases de données, on a l'intégralité de la documentation facilement retrouvable et à dispo, notamment sur les questions de solvabilité de l'entreprise. Le troisième point, c'était évidemment les savings, en automatisant des tâches chronophages et sans valeur ajoutée, un objectif assez classique de la RPA. Maintenant, parlons des challenges. Par rapport aux challenges, le premier sujet là-dessus, c'était le change management et la communication, et de toute manière, c'est un sujet que vous avez probablement retrouvé assez régulièrement si vous en faites déjà, ou auquel vous vous retrouverez confronté si vous vous lancez dans l'aventure RPA. Là, en plus, on était sur une population admin transport pour qui, et très logiquement, tous ces sujets de robotisation, d'automatisation peuvent faire peur et peuvent être très anxiogènes. Donc, il faut faire attention avec ça. Deuxième point, c'était la phase de mise en qualité des données. Comme je vous le disais, on a automatisé un processus de création de fournisseurs avec des contrôles, et notamment des contrôles de doublons dans SAP. La seule manière de faire ça, c'est d'avoir une base propre avec des identifiants sociétés pour chacun de nos tiers, ce qui n'était pas le cas. Et donc, on a dû intégrer dans notre projet une mise en qualité de l'existant avant même de lancer l'automatisation. Et d'ailleurs, on a créé un sous-projet RPA qui est allé récupérer l'ensemble des raisons sociales de notre base fournisseur, qui est allé se connecter sur Vise et qui est allé récupérer toutes les trivial intracom qui pouvaient là-dessus. Troisième challenge, c'était l'utilisation de données sensibles, telles que l'IBAN, les données bancaires. Et ça, c'est un vrai sujet. Un vrai débat qu'on a beaucoup dans l'univers de la RPA, puisqu'on ne peut pas donner des intentions de fraude à un robot. Un robot n'est pas capable de frauder. Et du coup, on a des problématiques SOD qui sont déportées. Donc SOD, Segregation of Duty, qui sont déportées, qui sont plus aux bornes du processus lui-même, puisqu'un robot, en fait, il est tout à fait capable de créer un tiers et de réaliser le paiement, puisqu'il n'a pas d'intention de fraude. En revanche, il faut qu'on sécurise cette partie-là, et les problèmes de SOD sont à remonter en amont du processus au niveau de l'organisation et du développement du projet. Exemple, j'ai un développeur qui va développer mon automatisation avec les règles de gestion nécessaires, et je vais en avoir un reviewer qui va s'assurer que les règles ont été bien suivies dans le développement. Je vais accélérer. Autre challenge, optimisation du process existant. Et ça, c'est assez classique. On y intègre de l'amélioration continue. On optimise en général souvent le processus avant de parler d'automatisation. Et dernier point, c'est human in the loop dans le process, puisqu'on a intégré des validations intermédiaires. Donc on est sur des processus dans lesquels à la fois un robot, à la fois la personne peut intervenir. Je vais aller très vite pour terminer. Savings de productivité. On était sur à peu près 400 heures par an, ce qui est relativement peu, mais on a déployé un process core model qui est aujourd'hui déployé sur 11 autres services et 3 en cours également. Donc en fait, c'est ça aussi l'intérêt, c'est standardiser vos processus, massifier vos processus et vous pourrez capitaliser sur leur automatisation. Aujourd'hui, on est sur un processus qui a été déployé par an et on a plus de 4000 heures par an, ce qui est très important. Et en termes de savings qualitatifs, alors là, on couvre beaucoup de choses. Les suppressions d'erreurs, je vais très vite, les doublons, les risques d'impayés et de fraude, la traçabilité et puis l'expérience utilisateur. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, je vous laisse la main pour les questions. Vous l'avez été. Mesdames, messieurs, y a-t-il des questions? Des interrogations? Oui, est-ce que j'y vais? J'y vais. Il n'y a personne pour le micro. Je vous demanderai juste de vous présenter. Bonjour. Je m'appelle Juliette, je fais partie d'une équipe transport et j'avais de chez L'Oréal et j'avais une question concernant la RPA. Est-ce que tout le monde aujourd'hui, on va dire, s'il le veut, peut faire de la RPA? Quelles sont les prérogatives face à ça? Est-ce que c'est plus compliqué qu'on ne le pense? Est-ce qu'il faut forcément que l'équipe IT se plonge dedans, qu'il y ait beaucoup de code? Ou est-ce que c'est accessible finalement à chaque collaborateur aujourd'hui? Excellente question, merci.
sur le papier, oui, tout le monde peut faire de la RPA parce que justement, il n'y a pas de compétences nécessaires de codage ou de compétences informatiques poussées. Après, c'est quand même une logique et un état d'esprit. Paramétrer un robot, traduire le processus dans le robot, c'est une certaine logique, un certain état d'esprit. C'est comme prendre en main Excel, par exemple, en un peu plus compliqué. Donc, c'est plus un état d'esprit qu'il faut avoir et une façon de raisonner pour comprendre comment on traduit une règle ou une tâche dans un robot, que ce soit le robot Automation Anywhere ou UiPath. Ce qui nécessite une formation quand même quand on amène l'outil dans l'entreprise. Très clairement, il faut une formation et des heures de formation, ça se fait pas comme ça. Johan. Oui, après peut-être pour compléter aussi, les éditeurs de RPA actuellement tendent aussi à mettre à disposition des nouveaux outils, donc qu'on appelle low-code, no-code, où vraiment là, l'idée c'est visuellement de pouvoir paramétrer un robot sans rentrer dans le code. Donc, si vous connaissez par exemple dans l'univers Microsoft Power Automate, l'idée c'est de pouvoir automatiser des flux avec des boîtes de manière assez logique, donc sans développement. Donc ça c'est accessible quasiment à tout un chacun, mais en effet il y a quand même toujours une logique de workflow et une logique un peu de code qui se cache derrière en fait. Virginie. Non, en fait, c'est ça, c'est du low-code, donc c'est normalement dédié au métier. On n'a pas besoin d'être un développeur à proprement parler pour être capable. Par contre, si je résume, c'est quand même, ça nécessite des appétences quand même techniques. Voilà, il faut une formation. Mais oui, on n'a pas besoin de connaître du codage, du C#, des langages informatiques pour être capable de pouvoir le faire. Il ne faut pas être effrayé, ne serait-ce que par un tableur, quoi. Voilà, faut se sentir à l'aise. Voilà. Par contre, si vous avez des cauchemars en ouvrant une page Excel, effectivement, c'est pas pour vous. En fait, vous pensez à moi là. Ah, pas du tout. Si, j'ai un vrai souci avec. Non, en fait, le pire c'est PowerPoint pour moi. Mais bon, avec Excel, c'est nul. Mesdames, messieurs, y a-t-il d'autres questions? Oui. En même temps, c'est vous en premier, un quart de seconde près. Bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Suzanne, responsable d'amélioration continue à Franprix, donc en supply. Et du coup, j'avais une question autour de la maintenance de tous ces robots. Qui est responsable aujourd'hui des modifications, changements, hors changements mineurs, métiers. Est-ce que c'est votre IT? Est-ce que vous avez une équipe qui est responsable de la création de ces robots, de la maintenance, voire de l'administration des droits? Voilà, merci. Je pense que la question est pour moi. Alors aujourd'hui, vous pouvez avoir plusieurs options. Je vais vous parler de ce que nous avons choisi de faire chez FM Logistique. Ce sont les équipes RPA qui ont été en charge de piloter le projet ou de développer le projet, qui gèrent la maintenance des processus qui tournent en production. Donc on a les équipes corpo qui vont déployer les processus corporate, vont maintenir ces processus-là. Donc par rapport à la maintenance à proprement parler des process, ce sont les équipes RPA qui ont piloté les projets. Par rapport à le monitoring de l'ensemble des robots, donc vraiment la partie plus technique, c'est centralisé, toujours au sein de l'équipe, de mon équipe RPA au corporate. Et là aussi, ça ne nécessite pas forcément des compétences très IT. Et on n'est pas sur les sujets d'archi encore à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc on a fait le choix de maintenir en interne. Mais vous pouvez sous-traiter aussi à outsourcer ce type de prestations. L'autre question, c'était... oui, c'était vous, monsieur, pardon. Bonjour, François-Xavier Forestier pour Conforama. Merci à tous les trois pour votre témoignage. Je me demandais s'il y avait une tentation dans des projets comme celui-là de ne pas optimiser les processus, puisque finalement un processus un peu mal foutu mais automatisé, on automatise, on n'embête plus personne et ça se passe bien dans les systèmes. Est-ce que c'est une tentation ou est-ce que c'est un risque? Est-ce que ça peut être un cache-misère, quoi? C'est une bonne question. Après, moi, je viens de l'amélioration continue, donc de recopier en l'état un processus sans y mettre un peu le nez dedans, je trouve que c'est une aberration. Mais c'est parce que vous me posez la question à moi. Plus votre process ne sera pas propre, complexe, plus de toute manière dans votre projet, vous allez mettre du temps à le développer. Donc de toute manière, vous allez rallonger vos ROI. Ce n'est pas forcément intéressant. Et vous allez risquer des bugs. Donc plus le processus va être compliqué avec des règles de gestion bancales, plus le projet va vous coûter cher et va risquer à tomber.
Donc en fait, je ne le recommande pas. Ça peut se faire, on peut automatiser des processus en tant que tel. Il arrive qu'on le fasse parce que ce n'est pas nécessaire, mais ce n'est pas une recommandation que je vous donnerai. Ça peut être tentant par fainéantise, mais je pense que ce n'est pas la bonne approche. Allez, une petite dernière, il reste 2 minutes. Bonjour, monsieur. Bonjour, merci pour votre présentation. Je m'appelle Wei, je viens de Cyclone Robotique, c'est un fournisseur de RPA comme UiPath Automation Anywhere. Du coup, je voudrais savoir, dans votre entreprise, quand vous faites projet RPA, c'est toujours un projet indépendant ou c'est dans un projet de lean management ou un projet, je sais pas, transformation digitale? En fait, on a un service au service, on a un département au service du lean, au service des métiers. Donc nos interlocuteurs peuvent être effectivement les process owners, peuvent être aussi les départements amélioration continue qui ont des idées d'optimisation et donc d'automatisation aussi. Et ils viennent nous voir en nous apportant soit des cahiers des charges déjà montés, soit ils nous demandent de l'aide pour les réaliser avec eux et nous leur délivrons les automatisations. J'ai répondu à votre question? Merci. Merci à tous, à moins que vous souhaitiez donner un mot de conclusion. Alors tout va bien. Merci Philibert de Monti, Wavestone, Virginie Fongon, FM Logistique et Johan Jeanblanc, Wavestone. Merci pour cet échange durant 1 heure. Merci pour votre attention et la qualité de vos questions. À bientôt.